écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin François Brottes, député socialiste de l'Isère et président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Messieurs, c'est à vous. Il ne parle jamais, pourtant il en sait. Comment sauver l'énergie française, comment rapprocher la France et l'Allemagne et favoriser la croissance et l'emploi. Bienvenue François Brottes. Bonjour. Bonjour. Des deux côtés du Rhin, on attend des miracles et surtout des réformes. Au-delà des rumeurs, le rapport franco-allemand dont on parle depuis 2 ou 3 jours, est-ce qu'il mérite autant d'intérêt ? Il faut lui accorder de l'intérêt parce que plus les rapports entre la France et l'Allemagne se rapprochent en matière de développement économique et mieux on se porte. Donc si on réfléchit ensemble pour trouver des solutions communes, c'est une excellente chose. Et qu'est-ce qu'il y aura dedans d'important ? Est-ce que c'est ce que l'on dit ? Parce que j'ai l'impression qu'on commente ce qu'on n'est pas sûr d'y trouver. Je sais pas, moi je l'ai pas lu, donc je crois savoir que l'affaire du blocage des salaires ou de la réforme des 35 heures n'est pas forcément au cœur de ce dossier, d'autant que bloquer les salaires dans un pays, c'est désespérer les salariés et c'est renoncer à développer la consommation, donc c'est pas une bonne idée. Donc on n'y trouvera pas ça dedans ? Je crois pas. Et qu'est-ce qu'on y trouvera, en principe ? Bon, je pense que sur la relance de l'investissement, là on est au cœur du sujet, que les Allemands et les Français sont enfin d'accord pour se dire que, au-delà des questions de compétitivité de nos entreprises, et on y travaille puisqu'on a baissé les charges, au-delà de la question de la prise de risque, parce qu'il y a beaucoup d'argent pour investir, mais il y a peu de gens qui prennent des risques. Il y a la question de l'investissement. C'est avec ça qu'on va, dans ce pays, avec des investissements utiles pour économiser l'énergie, pour développer le numérique, on va pouvoir relancer la croissance. Il y en a besoin parce que ça, c'est de l'emploi qui est derrière. François Brottes, c'est aussi une semaine européenne. Aujourd'hui, le pape François est à Strasbourg. Demain, Jean-Claude Juncker présente son plan d'investissement de 300 milliards en 3 ans. Les Polonais voudraient 700 milliards. La France va recevoir autour de 40 milliards. Et vendredi, la commission de Bruxelles va se prononcer sur notre budget 2015. Est-ce qu'elle va renvoyer, comme on le dit, son jugement à mars ? J'ai l'impression qu'elle veut se donner du temps, à la fois pour elle-même, sûrement parce qu'elle vient de s'installer, mais aussi parce qu'elle attend de voir un peu ce que dira la loi Macron, notamment. On parle beaucoup de ça. Donc vous confirmez, ça sera vers mars ? Je confirme, je ne suis pas membre de la Commission européenne, donc très bien, mais vous savez là où vous êtes. Je crois savoir qu'effectivement, ils veulent se donner du temps. C'est-à-dire 4 mois d'ici à mars, et donc de l'oxygène aussi pour le budget français. L'oxygène, oui, parce que faire des économies, c'est quelque chose d'utile, mais c'est pas une ambition. Donc effectivement, il faut que le souffle partagé entre ce que la France veut faire et elle plaide en Europe pour développer l'investissement notamment, il faut que ce souffle soit accepté par la Commission enfin. 4 mois, c'est-à-dire le temps de lancer la loi Macron. Vous en avez parlé, à laquelle votre commission travaille déjà. Est-ce que ça veut dire que les règles des professions de notaires, avocats, pharmaciens, huissiers, ambulanciers, je prends ma respiration, seront allégées ? Si on se pose 30 secondes, si vous permettez, sur cette loi, donc c'est une loi pour l'activité et la croissance, c'est une loi de régulation, c'est pas une loi de libéralisation totale. Alors qu'est-ce qu'on va faire là-dedans ? Il y a la question des professions réglementées, il faut qu'il y ait plus de jeunes qui rentrent dans ces professions, il faut que les tarifs baissent, parce qu'il y a quand même un peu d'abus, notamment dans les grandes villes, je pense à la question des notaires. Il faut simplifier les procédures, tribunaux de commerce, prud'hommes, simplifier les procédures, parce qu'une procédure, ça sert à trouver des solutions, ça sert pas à ne jamais se terminer, comme c'est parfois un petit peu le cas dans notre pays. Il faut aussi rompre avec des rentes de situation, on pense aux autoroutes, on pense aussi à l'ouverture du transport pour les bus. Il faut arrêter avec les embouteillages insupportables. On n'arrive plus à passer le permis de conduire dans ce pays. C'est inaccessible parce que c'est trop cher, les listes d'attente sont trop longues. On va travailler sur cette question. Les magasins ouverts en nocturne et le dimanche ? La question du chiffre d'affaires qu'on perd, parce que les touristes passent devant des devantures fermées, elle est posée, c'est du chiffre d'affaires en plus, c'est de l'emploi en plus. Il y aura une solution. Il ne faut pas faire n'importe quoi, il y aura des solutions pour gagner plus d'emplois. C'est ça qui est derrière cette loi. Le coût du travail assoupli aussi ? Je ne sais pas si on assouplira le coût du travail, c'est pas tout à fait le sujet. Le coût du travail, on l'a baissé avec le CICE, vous avez entendu parler de ça, c'est 6% de charge en moins. Donc ce rendez-vous-là, il est déjà pris. Les entreprises ont relevé ce défi, je crois qu'elles sont contentes du fait qu'on leur apporte la capacité à être plus compétitives. La loi de Macron, c'est plus de tabou. Beaucoup de lobbies et moins de tabous. Vous savez, c'est peut-être moins de totems. Alors, quand il y a trop de totems, on fait du slalom. Entre les totems, ça permet quand même d'arriver en bas. Est-ce que c'est une loi fourre-tout ? Parce que vous dites, on va non, parler fourre-tout, de ceci. non, c'est une loi de vie quotidienne. Elle s'intéresse à tous les sujets très concrètement. C'est pas une loi de grands symboles, c'est pas une loi de grands objectifs seulement. C'est une loi qui s'attache étage après étage à faire en sorte qu'on déploie plus d'énergie et qu'on permette à chacun de s'épanouir. Vous savez, on est quand même dans un pays où si t'es pas riche, tu peux pas prendre d'initiative. Si t'es pas plein de diplômes, tu peux pas exercer tes compétences. Il y a beaucoup de blocages, il faut les lever. Et ça sera le cas. Ça sera le cas. Ça devrait être le cas. Demain, François Brottes, vous allez commencer à auditionner les nouveaux patrons de l'énergie. À EDF, Jean-Bernard Lévy, qui succède à Henri Proglio, qui laisse un bel héritage, Philippe Knoche de Areva, etc. Pourquoi vous les recevez ?
Philippe Knorre, je crois que ça se prononce comme ça, il était le numéro 2, il est le délégué général aujourd'hui, directeur adjoint. Il assume l'intérim en attendant la nouvelle gouvernance. Il va venir nous expliquer comment, finalement, on a comme ça un trou de 600 millions, un peu plus, 700 millions en un semestre. C'est vrai que c'est quelque chose qui était un peu inattendu. Il y a des explications. Il y a le PR finlandais qui ne voit pas la fin parce qu'il y a des discussions un peu compliquées. Le entre les PR de autorités. Flamanville qui doit remplacer à terme les réacteurs actuels qui prennent du retard. Flamanville, si on peut dire... c'est EDF. Oui, mais Areva a 6 ans de retard, un surcoût de 6 milliards d'euros. Elle va perdre, comme vous le dites, François Brotte, en 2014 1 milliard. Il sera en difficulté financière en 2015 et 2016. Qui va le sauver? Contribuable Il encore? faut rappeler que c'est une très belle entreprise qui a énormément de compétences, qui a 45 développé 000 dans 30 salariés. pays du monde. Et qu'en tout état de cause, l'État est le principal actionnaire. Donc le ministre de l'économie a dit qu'il prendrait ses responsabilités. Simplement, on attend de comprendre exactement ce qui s'est passé, quel est le nouveau plan C'est-à-dire stratégique, ses responsabilités, pour savoir comment on va s'y prendre. augmenter le capital? Par exemple, ça peut être une piste. Oui, ou que EDF l'absorbe? Non, ce serait mauvais pour Alors, EDF. on a non sûrement souffert de manque de liens utiles avec la maison EDF. Deux grandes entreprises publiques qui, effectivement, n'ont pas assez travaillé ensemble. Non, et c'est-à-dire qu'on va payer un de ces jours les erreurs stratégiques qu'on a vécues, que la tutelle n'a même pas vues. Bon, passons. Ça fait longtemps, M. El Kabbach, que ça se passe comme ça, malheureusement. Mais est-ce qu'il faudra étaler le plan de fermeture des centrales nucléaires? Alors, la loi de transition énergétique est une loi qui dit qu'il faut se dégager du pétrole. Alors même si le pétrole baisse, moi je veux dire à ceux qui nous écoutent que de toute façon ça sera toujours un produit d'importation et que donc on est très dépendant. Et deuxièmement que c'est toujours un produit qui pollue. Et donc il faut moins polluer, c'est quand même l'enjeu. La COP21 l'année prochaine. Le diesel, pas seulement le diesel qui tue. Le pétrole et tout ce qui est thermique en fait. Et donc il faut se dégager aussi d'une trop grande dépendance au nucléaire. Il faut relativiser les choses, pas mettre tous les œufs dans le même panier. Prendre son temps. Et donc la loi, le programme de la donc il y a un loi. plafonnement, pour répondre à votre question, il y a un plafonnement de la production nucléaire qui est au niveau d'aujourd'hui. Et donc quand un réacteur ouvre, un réacteur doit fermer. Il se trouve que celui qui doit ouvrir prend un peu de retard. Et il n'y a donc pas d'urgence à fermer Fessenheim? Disons que le premier réacteur qui sera fermé, est-ce que ce sera Fessenheim ou un autre, je ne sais pas, mais en tout état de cause, il faut attendre que le prochain ouvre. Mais le programme de la loi de transition énergétique, est-ce qu'il n'aura pas du mal à être respecté? Non, pas du tout. Il affirme son urgence, parce que c'est là qu'est la croissance. Si vous voulez, quand on va investir pour faire des économies, et dans le bâtiment, on peut faire de l'ordre de 30 à 40% d'économies. Quand on va investir sur des énergies renouvelables qu'on pourra stocker, quand on va investir quand on pourra les stocker, mais on ne les stocke pas toujours parce qu'elles sont intermittentes, etc. Oui, mais on peut les stocker. On a un système de l'hydrogène décarboné, je pourrais développer, mais c'est un peu compliqué techniquement. On sait faire. Simplement, il faut développer le modèle économique. De même qu'il faut permettre au consommateur d'être un acteur de sa consommation, parce que moins il y a de tension sur le réseau, moins les tarifs augmenteront. Comment on fait? Parce qu'il y a des solutions pratiques. Qu'est-ce que vous préconisez? Si vous voulez, il y a le logement et le chauffage. Économie. Si on baisse le volume de consommation, la facture baisse automatiquement, même si le tarif augmente. Donc ça, chacun le comprend. Si on arrête, les voitures électriques. Les voitures électriques. Il y a un transfert entre le pétrole et l'électricité. C'est pour ça que l'électricité ne va pas forcément baisser au niveau de la consommation. Vous me disiez tout à l'heure, il faut consommer de l'énergie et de l'électricité à certaines heures plutôt qu'à d'autres. Oui, parce que le réseau, il est sans cesse sous pression, il doit être sans cesse en équilibre. Quand il y a de la tension, ça fait acheter l'électricité très cher, ça fait augmenter les tarifs. Si chacun prend sa part d'un réseau qui fonctionne de façon sereine, les prix peuvent se stabiliser, voire baisser. C'est-à-dire que le consommateur doit gérer lui-même son électricité. Il doit être mis à contribution pour mieux gérer l'ensemble du réseau. Changer son comportement. Dites-moi, la dernière question sur ces questions d'énergie. À quelle hausse faut-il s'attendre des tarifs de l'électricité ? Si on continue dans un système où effectivement il y a toujours de l'intermittence, il y a toujours plus de tension sur le réseau, on nous annonce 3 à 4% par année. Mais la loi de transition, elle vise à casser ce système. Mais 4 à 5%, on va changer de modèle économique sur la consommation d'électricité. À partir de là, on pourra sur les tarifs avoir une approche beaucoup plus stable. Est-ce qu'on aura de l'électricité pas trop chère cet hiver? Est-ce qu'on va manquer d'électricité parce que l'hiver va être froid, comme disait Laurent Cabrol? On s'en est pas encore aperçu, mais pour l'instant, il n'y a pas de difficulté pour l'hiver prochain en tout cas. Merci d'être venu. Formidable Jean-Pierre El Kabbach. Il est aussi monsieur météo. Faites attention, quand Cabrol nous avait annoncé un été pourri il y a 2 ans, ça ne l'avait pas réussi. Et moi j'annonce l'hiver froid alors qu'il fait chaud. Merci François Brotte d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci mon cher Jean-Pierre. On vous retrouve demain matin à 8h20 pour l'interview politique d'Europe 1.